Vendredi 17 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Remise ce jeudi du site de construction du marché de Guéma à l'entreprise adjudicataire. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, Didier José Tonato, en a profité pour lancer la construction d'une station de traitement de boue de vidange. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadiya Alimantou Assouma, était hier au Parlement. Elle est allée répondre à la question formulée par l'honorable Rachidi Gbadamansi et 30 autres députés au sujet de la structure étatique COTEB. Et puis, votre émission Le Grand Soir de ce jeudi s'est intéressée à l'agression du 16 janvier 1977. Romy Adroui a reçu 2 enfants des martyrs. 43 ans après, la douleur reste encore vive. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, était ce jeudi à Parakou. Il est allé lancer 2 activités majeures. Remettre à l'entreprise adjudicateur le site de construction du marché de Guéma et lancer officiellement la construction d'une station de traitement de boue de vidange. La cérémonie a eu lieu au sein du marché Guéma. Imoru Mikaya, Boris Arissou et Rolinis Tchaitor pour le compte rendu. 2 projets phares pour une même ville. La cité des Kobourou va disposer dans quelques mois d'une station de traitement de boue de vidange et de son marché de type moderne à standing international. Le marché de Guéman à Parakou fait partie des 35 marchés inscrits dans le programme de modernisation et de construction de marchés urbains et régionaux. À l'issue de la signature, le site de Parakou a été officiellement remis à l'entreprise désignée pour la construction du marché. Le montant de ce marché est d'à peu près 2,6 milliards. Ce bâtiment de type R+1, avec une toiture en forme shed, contient 66 boutiques, 12 locaux de restauration, 596 étals d'espace de vente, de 5 mètres carrés chacun, des locaux de stockage, l'aménagement et l'assainissement des espaces périphériques autour du marché sont pris en compte. Ces 2 projets de construction viennent à point nommé résoudre les différents problèmes liés au cadre, à la santé et à l'assainissement dont la ville de Parakou fait face depuis de longues années. Pour ce qui concerne le projet de construction de la station de traitement de boue de vidange, en souffrance depuis plus d'une quinzaine d'années, il connaîtra enfin un aboutissement heureux avec la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Ce projet contribuera au renforcement du dispositif d'assainissement du cadre de vie, à l'amélioration de la santé de la population et à l'augmentation des rendements agricoles par la mise à disposition de produits issus du traitement des boues de vidange. Quant à la construction du marché de Guéma, il contribuera à l'amélioration des transactions commerciales, à l'accroissement du pouvoir d'achat et des conditions socio-économiques des ménages, notamment des femmes, et à l'éradication de la pauvreté. Quant au marché moderne, voilà un joyau aujourd'hui qui viendra rehausser l'image de notre ville, la capitale du Nord, l'une des villes à statut particulier du Bénin. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable a profité de l'occasion pour rassurer la population et les différentes autorités de Parakou sur la qualité des différentes réalisations qui seront faites. Vous verrez bientôt le marché de Guéma se déployer devant vous, comme j'allais dire, les halles de Paris. C'est un marché de type moderne. C'est des marchés de type nouveau, aménagés avec toutes les commodités et tout le confort nécessaire. Comme je l'ai dit, à Cotonou, le président Talon pense que rien n'est trop beau pour nous et que nous avons droit à la qualité, comme à Cotonou, comme à Boïkon, comme à Lokossa, comme en Atitengo. Ce sera le même standard de réalisation, la même rigueur et la même qualité. Les différentes entreprises déléguées auront exactement 12 mois pour livrer les constructions, 3 mois d'études techniques
et 9 mois pour la réalisation du projet. Le contrôle de l'action gouvernementale par la 8e législature se poursuit. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadiya Alimantou Assouma, est allé répondre à la question formulée par l'honorable Rachidi Gbadamassi et 30 autres députés au sujet de la structure complexe textile du Bénin Coteb. L'occasion s'est transformée en débat général sur l'industrie textile au Bénin. Latif Ouboni, Aliou Anthony pour le compte rendu. Entre le ministre de l'Énergie et celui de la Défense pour parler des installations photovoltaïques et la transhumance, il y a eu le ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle est là avec les parlementaires pour répondre à cette question du député Rachidi Gbadamassi. Quelle est la situation actuelle que traverse le complexe textile du Bénin? N'est-il pas possible d'envisager d'autres solutions encore plus efficaces en cas de liquidation? Quels sort réservez-vous pour les travailleurs? Quelles sont les mesures prises pour que le complexe textile du Bénin ne quitte pas dans la ville de Parakou, mais s'il doit changer de dénomination? La situation du complexe telle que je l'ai décrite plus haut ne permet d'envisager aucune mesure pertinente pour sa conversion. Donc toutefois, le gouvernement a une priorité, c'est de trouver de nouveaux investisseurs pour accompagner toutes les initiatives dans la ville de Parakou. Donc c'est maintenir effectivement une industrie à Parakou sur de nouvelles bases plus saines. L'industrie et surtout l'industrie du textile, les parlementaires en ont une grande sensibilité. La preuve, en plus de Rachidi Gbadamassi, ce sont 30 autres députés qui ont apposé leur signature sur cette question. Tout naturellement, les débats seront houleux. Il sera entre autres demandé au gouvernement d'être réaliste face à une situation déjà chaotique. La liquidation est inévitable pour Coteb, même si le sort des travailleurs devra être traité avec délicatesse. Si nous devons installer de nouvelles usines de coton, nous souhaitons que ce soit à Parakou. Donc on peut dégager ce qui ne va pas. On ne peut pas dire au gouvernement de maintenir ce qui ne va pas. Il faut dégager et faire venir de nouvelles sociétés. C'est notre propre faute. C'est la faute de ceux-là qui ont géré pendant des années. C'est la faute donc de ces gouvernements successifs qui n'ont pas pu mettre en place le mécanisme de contrôle et d'évaluation et de pouvoir prendre les sanctions nécessaires au moment opportun. Je veux dire simplement que la pauvre ministre, elle a hérité d'une situation moribonde. C'était déjà pourri, c'était déjà fini. Il faut se dire certaines vérités à des moments donnés. C'est compliqué. C'est dans nos habitudes. Laisser faire, laisser pourrir et vouloir jouer les pompiers à la fin. On ne peut pas mettre le feu et jouer le pompier après. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête. Un débat houleux pour indiquer les endroits qui ont besoin d'une intervention urgente, une réorientation prioritaire de l'action gouvernementale. Les parlementaires, semble-t-il, sont désormais décidés. Les ministres Dona Jean-Claude Oussou de l'Énergie, Fortuné Alain Noati de la Défense nationale étaient aussi à l'Assemblée nationale ce jeudi. Leurs échanges avec les parlementaires ont porté sur les installations photovoltaïques et les affrontements entre éleveurs et agriculteurs. On retrouve une fois encore Latif Ouboni et Aliou Anthony pour le compte rendu. L'action du gouvernement en débat encore au Parlement. Un Parlement décidé à toujours interroger les membres de l'équipe gouvernementale dans leurs efforts à répondre aux nombreuses et intarissables attentes des populations. Ce jeudi, c'est d'abord Aden Huissou qui veut en savoir plus sur la mise en service des installations photovoltaïques par endroits abandonnés. Certains appareils commencent par se détériorer. Qu'est-ce qui bloque la mise en service de ces installations photovoltaïques? Novembre, décembre, en 2 mois, nous avons lancé plus que ce que nous avions fait pendant 2 précédentes années. Et je dirais heureusement, honorable, les points que vous évoquiez sont rentrés tout à fait dans ces centrales qui ont été donc lancées. Tous les Béninois savent qu'en la matière, le pays vient de loin. Dans les débats donc, oui, les efforts et les résultats obtenus sont salués. Les appels à continuer ces efforts sont nombreux. Dans les ménages, il y a l'électricité, mais dans le village, même dans les rues,
il n'y a rien. Parce que l'énergie aujourd'hui est un peu comme pour le développement, un peu comme le sang dans le corps humain. Cette plénière de questions orales avec débat a planché aussi sur la transhumance. Une question posée par Jean-Eudes Koundé sur une fusillade à Dassa causée par des éleveurs. La population d'Aïwidi a été victime d'une fusillade suivie d'incendie avec pour conséquence 4 morts, dont une fillette de moins de 3 ans, plusieurs blessés et une vingtaine de maisons saccagées et calcinées. J'invite le gouvernement à éclairer la représentation nationale sur la version officielle des faits. Les premières investigations ont abouti à l'interpellation des sieurs Idrissou Oumarou, âgé de 38 ans, et Idrissou Aboubakari, âgé de 43 ans, présumés être les principaux auteurs de cette barbarie, ont été présentés au procureur de la République et les enquêtes se poursuivent pour des interpellations de tous les auteurs et de leurs commanditaires. Le processus d'élaboration du code pastoral a été conduit suivant une approche largement participative et inclusive démarrée en 2013. Au cours de ce processus, les acteurs à la base ont été consultés et leurs propositions ont été consignées dans le document. Sujet préoccupant auquel le gouvernement cherche à trouver des réponses. Si la loi a interdit la transhumance internationale qui semble être la principale cause des nombreux affrontements, le terrain lui semble être encore miné par une réalité difficile à contenir. Il s'agit de vieilles habitudes qui résistent en effet au changement. C'est ceux qui arrivent d'ailleurs lourdement armés, entretenus par la mafia qui bouffe des centaines de millions dedans chaque année. Et si nous ne nous armons pas pour finir une fois de bon avec cette mafia, on va continuer à arrêter des innocents. Poursuivre l'équipement des différents postes sécuritaires et rendre davantage opérationnels les unités, les commissariats, l'exhortation des parlementaires à l'endroit du gouvernement. Ils ont aussi dit leur souhait d'accompagner l'État à maîtriser ses frontières pour une totale application du nouveau code de la transhumance. Une loi qui, si elle est bien appliquée, devrait drastiquement réduire les guéguerres éleveurs, agriculteurs. Je vous le disais en titre, votre émission Le Grand Soir de ce jeudi s'est intéressée à l'agression du 16 janvier 1977. Romy Adroui a reçu 2 enfants des martyrs. Malgré la dure épreuve du temps, la douleur reste encore vive. Le point de leurs interventions, c'est avec Mathieu Bocor. 16 janvier 1977. Une date mémorable et pathétique pour les enfants des martyrs tombés sous le coup des balles des mercenaires. Un jour inoubliable pour Delphine Tossou et Innocent Comlan. J'étais à la maison. C'était au petit matin, j'étais à la maison. Et papa, quand mon papa est allé au boulot. Et bon, il était de permanence. Donc il est allé au boulot. Un instant après, on a commencé par entendre des bruits, des bruits là, et les gens ont dit que c'est les mercenaires sont arrivés. Bon, vers midi, un élève là, un de mes collègues, m'a dit: ah Delphine, toi, il paraît qu'on a tué ton papa. Hein. Et tu es là. Il disait ça. Et tu es là. J'ai dit: mon papa. Non, on ne peut pas le tuer. Parce qu'il avait quelque chose là. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer. Et j'ai marché à pied de Saint-État au camp. Et les gens me disaient: non, ton papa était ici tout à l'heure. Où il est passé même? Non, va à la maison. Ça vous a rassuré? Non. S'il venait là, on va lui dire que tu es passé. J'ai dit: non, je suis déjà grand. Si mon papa est décédé là, il faut me dire. Ils m'ont dit: j'étais rentré et le soir, on est venu nous dire que effectivement, mon papa est mort. J'étais au Nigeria, je suis parti le samedi. La veille, mon papa nous refusait de ne pas partir. Bon, au petit matin, il m'a réveillé, il dit: bon, Innocent, il faut partir. Donc, je suis allé au Nigeria pour le Bénin. Il y avait un festacle là en ce moment. On était parti. Bon, le lendemain, on devait prendre, comment dirais-je, nos cas de visite là. Donc, je suis là, on me dit: ah, il y a les mercenaires qui sont arrivés. C'est pas la première fois que j'ai entendu le nom mercenaire. J'avais 17 ans, j'ai dit: ah,
Qu'est-ce qu'on appelle mercenaires? Il dit les gens. Il m'a expliqué ça brièvement. Je dis bon d'accord. En temps, il y avait la radio, on écoutait le Bénin. Ils ont enlevé la radio. Quelqu'un me dit que ton papa est mort. On était partis au restaurant. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé la radio. Donc on a écouté rien au Nigeria. Bon, on m'a rassuré que c'est faux. Bon, ils m'ont menti. On a fini de faire 1 mois. Je suis revenu ici. On est descendu au préfecture. On m'a accompagné à la maison. C'est là que j'ai souffert. Ils étaient partagés entre fierté et tristesse. Tristesse parce qu'ils disent être abandonnés presque par la nation. Reconnaissant les efforts du gouvernement de feu général Mathieu Kérékou, Delphine Tossou, fille d'un des martyrs, plaide pour un cas précis. Voilà, quand tu mets là, il n'y a même pas quelqu'un qui viendra donner une mesure de maïs ou bien quelque chose à ta maman pour dire tenez. Il n'y en a pas. Donc on a fait 29 ans avant de prendre, d'être indemnisé. Il a dit bon, de prendre ça d'abord, on verra après. Et on nous a, même avant qu'on ne prenne les indemnisations là, ça n'a pas été facile. Je passe par la télé et télé pour demander à monsieur le président de la République, Patrice Talon, de bien vouloir voir le cas des bamboutiers là. Au moins nous on a pu avoir quelque chose. Mais eux là, ils n'ont pas encore pris pour eux. 43 ans après, la douleur demeure encore vive. 16 janvier 1977, une date historique, inoubliable pour le Bénin. Suite au passage des 2 enfants de Maty sur le grand soir de ce jeudi, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est monté au créneau pour revenir sur les grands axes de la journée du 16 janvier 1977. Une journée qui commémore le geste patriotique de certains Béninois face à l'attaque des mercenaires au Bénin. Suivant le compte-rendu. 43 ans après l'agression du 16 janvier 1977, le peuple béninois célèbre encore ses martyrs. Dans le rang des fils et filles des défunts, le souvenir reste encore vif chez certains, même si d'autres optent pour la philosophie du stoïcisme qui stipule « abstiens-toi et supporte », ce qui n'a pas échappé à l'analyse du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. On a écouté rien au Nigeria. Bon, on m'a rassuré que c'est faux, bon, ils m'ont menti. On a fini de faire 1 mois, je suis revenu ici. On m'a accompagné à la maison. C'est là que j'ai souffert. Perdre l'être cher n'est jamais facile. Je ne sais pas si vous avez eu le malheur de vivre cela une fois, mais si vous ne l'avez pas encore fait, que cela vous soit bien lointain encore, parce que c'est difficile. Et le temps n'annule pas la douleur. L'enfant de sang, comme là, vous vous rendez compte que la douleur soit encore vivace et en son esprit. Je pense que ça dépend toujours de comment chacun a eu le coup. Je pense que lui, il a ressenti, et ça se voit, ça se sent, et ça dans la chair de poule. Et cela dit, c'est l'état d'âme des deux d'ailleurs, notamment de Mme Delphine Tossou. C'est son état d'âme qui résume tout. Je pense qu'elle est philosophe, stoïque. Je pense que voilà, ils doivent mourir de toutes les façons. Et mourir par là, et peut-être encore mieux, et mourir pour la nation reste toujours le plus grand sacrifice qu'on puisse faire dans sa vie. L'amour de la patrie passe aussi par le caractère solennel que les dirigeants accordent à certains événements marquants de l'histoire du pays. L'histoire du Bénin. Quand moi je regarde que nous avons des fêtes chrétiennes, des fêtes musulmanes, des fêtes religieuses qui font 8 fêtes sur les fêtes officielles, plus la région endogène, ça fait 9. Et il n'y en a que 2 qui fêtent le pays. Il n'y a que 2 fêtes sur les 11 ou les 12 qui fêtent le pays. Ça me pose quand même un énorme problème de patriotisme. Parce que l'histoire doit rester. Quand vous regardez qu'on n'a jamais réhabilité la place Lénine, moi ça me pose un problème. Une meilleure connaissance de l'histoire pourrait aussi accroître l'amour de la patrie et par ricochet le degré de patriotisme.
Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a procédé ce jeudi à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2019. La cérémonie s'est déroulée au siège de la HAC et a connu la présence de tous les conseillers. Suivez le compte-rendu de Romaric Dossa et de Paul Estessa aussi. Démarrée le 24 septembre 2018, la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre de l'année 2019 est clôturée ce jeudi 16 janvier 2020. En l'espace de 4 mois, une vingtaine de rapports sont passés à la loupe par l'instance de régulation des médias. Ils concernent les activités menées par les conseillers. Le rapport en date du 11 septembre 2019 relatif au séminaire d'appropriation des tests par les conseillers de la 6e mandature de la RAC. Rapport en date du 30 septembre 2019 relatif à l'organisation de la deuxième édition des journées portes ouvertes de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le rapport en date du 18 octobre 2019 relatif à la création d'un comité chargé d'évaluer les besoins de la RAC et d'élaborer des projets à soumettre aux partenaires techniques et financiers. Le rapport en date du 16 janvier 2020 relatif aux autosaisines de la RAC contre les journaux Le Pays émergent et Le Confrère de la matinée. Au cours des travaux, les conseillers ont dit leur satisfaction en appréciant le travail de qualité des promoteurs de la presse. Ils décernent un satisfecit aux journalistes qui font preuve de professionnalisme et de sérieux dans le traitement des informations. Cela constitue à nos yeux un motif de fierté, car la liberté, qui est la sève nourricière de la presse, ne peut s'enraciner durablement que si elle porte le sceau de la responsabilité. Nous encourageons fortement le sens de la responsabilité chez les acteurs de la presse et de l'audiovisuel quant à la diffusion des informations. Néanmoins, à côté du bon grain, croix livret. Il y a des médias qui doivent s'approprier les règles d'éthique et de déontologie. Il est plus qu'impérieux que les dérapages soient fortement réduits afin que l'espace audiovisuel soit un lieu prestigieux et honorable. C'est aussi l'occasion pour Rémi Prosper Moretti d'inviter certains promoteurs des médias à s'approprier les conventions et les cahiers de charges. Ce sont les piliers sur lesquels repose notre partenariat. Enfreindre les normes qui nous lient peuvent conduire à des désagréments. La non-renouvellement des conventions ne surgit pas ex nihilo. Il est fondé et motivé. Nous tenons à rappeler ici et maintenant que force doit toujours rester à la loi. Nous voudrions toujours compter sur votre collaboration et nous permettra de miser sur des actions synergiques pour une presse consciente des enjeux de l'audiovisuel d'aujourd'hui. La présence des représentants de la RAC Togo aura marqué cette cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2019. Une présence qui révèle l'importance du partage des expériences pour aller plus loin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur ETélé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.